Autonomisation de la femme. La ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille vient de remettre des matériels et équipements à plusieurs femmes battantes d'une valeur de 225 millions de francs CFA. Le lot comprend aussi des vivres et des non-vivres destinés aux enfants en situation difficile. À l'occasion de la journée de la radio, nous revisitons ce soir certaines émissions emblématiques de Radio Mali. Des émissions qui rappellent bien des souvenirs au grand bonheur des nostalgiques des années 80. Le marché d'Abanani en flammes. Ce marché situé au cœur de la ville de Bamako a pris feu aux environs de 1h du matin. Selon des témoins, aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels à déplorer. Aussitôt alertés, les agents de la sécurité et de la protection civile se sont rendus sur les lieux. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali y était également pour constater de visu l'ampleur des dégâts. Au RTM1 pour vous informer. Bonsoir, bienvenue. Nous sommes mercredi et le Conseil des ministres s'est réuni ce matin en session ordinaire à Koulouba sous la présidence du président de la transition, colonel Assimi Goïta. On aura le communiqué de ce conseil au cours de ce journal. Actualité des FAMA sur le terrain. Les vecteurs aériens ont effectué une frappe mardi 13 février 2024 dans la zone des 3 frontières au sud-est de la localité de Tessit, dans le Gourma malien. Bilan, une vingtaine de terroristes neutralisés. Cette prouesse a été rendue possible grâce à la collaboration entre les services de renseignement des 3 pays de l'AES. Commentaire Abdoulaye Sako. Très tôt, dans la matinée du 13 février 2024, les services de renseignement ont alerté les FAMA sur des mouvements des chefs ennemis dans la zone des 3 frontières au sud-est de la localité de Tessit, dans le Gourma malien. Après recoupement entre les services de renseignement des 3 pays de l'AIS, les informations disponibles faisaient état d'une bande de criminels qui s'étaient donné rendez-vous dans une zone précise. Ils avaient prévu d'y planifier la suite de leur opération. À peine arrivés dans la zone, le vecteur aérien des FAMA repère un véhicule de type Land Cruiser correspondant au signalement. Alors commence une longue et patiente surveillance de la progression de ce véhicule qui s'arrête par endroits, fait demi-tour. Par moments, le véhicule adopte une trajectoire aléatoire et une posture inhabituelle comme pour s'aimer d'éventuels poursuivants. Finalement, se sentant en sécurité et sans se douter que ses œuvres sont bien observées et analysées dans les centres opérationnels des FAMA, le véhicule s'immobilise devant une maisonnette, un endroit qui sert de poste de commandement pour leur funeste planification. Rapidement, plusieurs responsables terroristes le rejoignent à moto, dont un grand chef local qui était recherché depuis plusieurs mois pour de multiples exactions commises sur les territoires du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Pendant la réunion, des hommes armés font le guet autour du poste de commandement. Les experts FAMA choisissent le meilleur moment pour asséner un coup fatal et couper court à la rencontre entre le diable et ses démons. Une frappe chirurgicale anéantit leur projet maléfique avec un missile judicieusement calibré qui entre jusqu'à l'intérieur de la salle avant d'exploser. Certains guetteurs restés à l'extérieur s'échappent en courant, mais une vingtaine de participants à la réunion sont envoyés vers le repos éternel. Le ratissage ultérieur effectué par une force terrestre héliportée dans la zone permettra de recueillir de précieuses informations sur les groupes actifs dans ce secteur, ce qui mènera bientôt à d'autres actions décisives pour la sécurité des populations de l'Iptako Gourma.
Et sachez que dans la matinée du 14 février 2024, les renseignements ont permis de repérer le groupe armé terroriste dirigé par le criminel Amadjiri Ba, responsable des attaques contre les populations de Kolo-Dougou-Koro et Moussawere, ainsi que de multiples poses d'engins explosifs improvisés contre les convois des Fama sur la route Nyono-Markala, s'apprêtant à attaquer des paisibles paysans à la périphérie nord de Ndola, à 6 km au nord-est de Kolo-Dougou-Koro. Ils ont d'abord été frappés par un vecteur avant que les rescapés ne trouvent refuge dans une zone boisée au nord. Après une fouille minutieuse de la zone, un groupe d'une quinzaine de terroristes sera frappé avec précision, laissant peu de chance à quelques rescapés sonnés et déterminés à se sauver. Visite des ministres de l'Agriculture et de celui de la Réconciliation nationale en 8e région. Une séance de travail a regroupé toutes les structures relevant de leur département au gouvernorat de Kidal. L'objectif est de passer en revue les difficultés du moment et apporter les solutions qui s'imposent en la matière. Idrissa Djibrila Maïga. Le ministre de l'Agriculture, en visite à Kidal, a eu une séance de travail avec tous les acteurs du domaine. Beaucoup de difficultés ont été constatées. Un déficit de personnel, ça c'est un premier élément. Le deuxième, c'est un problème de moyens. D'abord, même pour les logements, c'est pas sûr, tout le monde n'a pas le bureau. À part 2 services qui disposent de bureaux de nom, les autres n'ont même pas de représentation. Donc ça, c'est quand même un problème fondamental. Parce qu'aujourd'hui, la direction de l'élevage a un espace effectivement qui lui a été donné, il y a un bureau, mais le bureau a été vandalisé lors des événements que vous connaissez. L'agriculture est actuellement dans un bureau en bail. Malheureusement, ce bail-là n'est même pas orthodoxe parce que je vois il est occupé par le propriétaire du bail et l'État paye. Je dis donc on va arrêter, il faut trouver une solution à ça. Et essayer d'entrevoir aussi le bureau du PDRK, comment on peut réhabiliter et mettre à la disposition du développement rural. Comme ça, tous les services qui relèvent du développement rural vont peut-être trouver des lieux pour pouvoir exercer tranquillement leur activité. S'agissant du ministre de la Réconciliation nationale, il a rencontré la nouvelle équipe régionale d'appui à la réconciliation de Kidal pour prodiguer des conseils, mais aussi rappeler que le travail a déjà commencé et qu'elle doit emboîter les pas. Remise aujourd'hui au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme d'un lot de documents sur le code OHADA. Ces ouvrages ont été offerts par l'Association pour l'unification du droit en Afrique. C'est pour appuyer le département de la justice dans le cadre de l'amélioration des services aux populations. Reportage Mamadou Fane. L'Association pour l'unification du droit en Afrique, UNIDA, au service de la promotion de la justice. Elle vient d'apporter son appui à la justice malienne en remettant une centaine d'exemplaires du code révisé de l'OHADA. Cette remise vient appuyer les efforts du gouvernement pour une justice saine. Cet ouvrage contient d'abord le traité fondateur de l'OHADA, qui est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Ensuite, il contient le règlement des procédures de la Cour commune de justice et d'arbitrage et également le règlement d'arbitrage de la Cour commune de justice et d'arbitrage. Il y a 11 actes uniformes et tous les 11 actes uniformes sont dedans. Nous avions notre partition à jouer dans l'édification à la fois du droit des affaires en Afrique, mais également ce qui concerne l'œuvre communautaire et même voir l'œuvre continentale. Donc nous vous remercions et nous comptons également sur cette postérité pour continuer à relever ce défi. Ces ouvrages serviront à renforcer les capacités de la justice dans les prises de décisions pour le renforcement de l'état de droit au Mali. Tenue d'un atelier sur l'élaboration du 9e programme de coopération entre le Mali et le Fonds des Nations Unies pour la population. Pendant 2 jours, les participants à cet atelier échangeront entre autres sur les priorités du gouvernement, le renforcement de la coopération entre l'UNFPA
UNFPA et le Mali en vue de définir un programme qui va couvrir la période de 2025-2029. Boubacar Bablé Touré. Au menu de cette rencontre, l'élaboration du 9e programme de coopération entre le Mali et le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Un programme quinquennal axé sur 3 points essentiels. D'abord, notre plan pour le 9e plan va être totalement aligné pour appuyer et accompagner l'État. Il sera aussi aligné à la vision du plan conjoint que les Nations Unies, le cadre de coopération que les Nations Unies, qui en fait est aligné en même syntonie comme notre plan pays 25-29. Et l'essentiel pour nous au UNFPA, l'Agence de la population, c'est d'accompagner l'État malien dans son projet de refondation et de reprise de son pays. La rencontre, qui va durer 2 jours, se penchera sur la période 2025-2029, les changements majeurs attendus, défis et opportunités, les priorités du gouvernement et le renforcement de la coopération entre l'UNFPA et le Mali. La formulation du CPD 9 doit s'appuyer sur les conclusions et les enseignements tirés du cycle précédent à travers une démarche participative et inclusive. La présente rencontre, qui s'inscrit dans cette approche, doit nous permettre de nous assurer que les différentes interventions s'alignent effectivement sur les priorités stratégiques du gouvernement et répondent aux besoins des populations vulnérables. Cet atelier d'élaboration du 9e programme coïncide avec les 50 ans de coopération entre le Mali et son partenaire UNFPA. Oui, agents de la haute autorité de la communication viennent d'être élevés au grade de chevalier de l'ordre national et du mérite national avec effigie Lion debout. Une manière pour les autorités de la transition de les récompenser pour services rendus à la nation. Nous retrouvons Boubacar Bablé Touré. Il y a des jours qui marquent à jamais la vie d'une personne. Ce 14 février en est un pour ces 8 agents de la haute autorité de la communication qui viennent ainsi d'être honorés par le président de la transition pour services rendus à la nation. 3 d'entre eux ont été élevés au grade de chevalier de l'ordre national et les 5 du mérite national avec effigie Lion debout. La médaille, c'est une consécration. Le Mali, s'il doit se construire et se reconstruire, c'est uniquement dans le travail, dans le labeur. Ceux qui aspirent à en recevoir, j'aimerais que tous se sentent à l'aise et sachent que les choix opérés cette année ne veulent pas dire que ceux qui n'ont pas reçu la médaille ont démérité. Non. Ces distinctions ne représentent pas pour nous une ligne d'arrivée, mais plutôt une source de motivation pour nous surpasser dans notre quotidien, a martelé le porte-parole des récipiendaires. Ces médailles nous confortent dans notre mission et nous donnent encore plus de courage dans le travail au quotidien. Ces distinctions marquent une étape importante dans nos carrières. Elles apportent à chacun de nous une réelle satisfaction pour la reconnaissance du mérite et du travail bien accompli au profit de la nation malienne. S'adressant aux agents qui n'ont pas démérité, le premier responsable de la HAC leur demande plus d'engagement pour qu'ils soient prochainement dans le peloton des nominés des médaillés. Le 48e anniversaire de la création de l'armée de l'air a été célébré avec faste à la base 200 à Sévaré. Cette célébration a été une occasion pour les aviateurs d'expliquer le rôle, la place et les opérations de sécurisation menées par l'armée de l'air. Faut-il le rappeler, c'est en 1976, précisément le 6 février, que l'armée de l'air a été opérationnelle. Abdul Karim Kaba nous en dit plus. Célébrer la création de l'armée de l'air à l'intérieur est une première et plusieurs activités sont au programme de cet anniversaire à la base des 100 de Sévaré dans la 6e région militaire. Déjà à l'arrivée du chef d'état-major de l'armée de l'air, revue de troupes, puis l'inauguration d'un nouveau centre d'accueil appelé bâtiment drone, remise de l'étendard au groupement de protection et de défense numéro 2. Ce groupement a pour mission la sécurisation et la protection des emprises de l'armée de l'air. Le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Alou Boïdjara, a animé aussi une conférence de presse. Le rôle, la place et les opérations de l'armée de l'air, surtout avec l'acquisition de nouveaux vecteurs aériens, ont été évoqués par les premiers responsables des aviateurs. La vision du chef d'état-major général des armées pour la conduite des opérations sur l'ensemble du territoire national et montrer le rôle que l'armée de l'air joue dans ce cadre-là pour le succès
des armes du Mali. Nous avons décidé de délocaliser le gros de l'événement ici à Sévaré pour signifier que la famille des aviateurs reste unie malgré la dispersion géographique de nos emprises, de nos bases aériennes, et pour montrer que la base aérienne de Sévaré, qui est aujourd'hui l'un des cœurs de l'activité opérationnelle, a une importance stratégique pour l'armée de l'air, mais aussi pour l'ensemble de notre dispositif de défense et de sécurité. Du commandant de la région aérienne numéro 2 à l'amicale des anciens de l'armée de l'air, tous ont salué la délocalisation de cette célébration et les efforts dans la lutte contre les forces du mal. Ils n'ont pas manqué de rappeler leur fierté tout en appelant les aviateurs à plus d'engagement pour honorer la devise « plus haut, plus loin, plus fort ». À Bamako, l'ONG Friedrich Ebert Stiftung, après quelques moments de recherche sur le rôle des femmes dans les processus de médiation pour la paix au Mali, présente au public l'étude menée par les chercheurs. La présentation de cette étude sur la participation des femmes au processus de paix récent et en cours est ponctuée de plusieurs plénières et de débats. Compte rendu, Fademba Keita. Table ronde, débat en plénière, analyse des résultats d'études des cas du Mali sur les défis et progrès dans la participation des femmes au processus de paix et de mise en œuvre des accords, tels sont les points au centre des échanges de cette présentation d'études. La démarche de l'ONG Friedrich Ebert Stiftung est de promouvoir le rôle des femmes dans le rétablissement de la paix. Réitérer que le rôle des femmes dans le processus de paix et de médiation, c'est crucial. On doit parler avec tout le monde, on doit avoir un processus inclusif qui a donné la possibilité de tout le monde d'exprimer leur opinion. Lors de la table ronde, 3 panélistes vont donner d'amples détails sur les rôles des acteurs nationaux, régionaux et internationaux dans la mise en œuvre d'approches inclusives du rétablissement de la paix. Il faut documenter les femmes, il faut leur former en leadership, parce que, vous savez, travailler avec des communautés en détresse n'est pas facile. Les faire comprendre que quand vous êtes sur le terrain, vous n'êtes pas pour un groupe ni pour un autre groupe, mais vous êtes là pour les besoins de la communauté. Ce qui est certain, c'est que si le travail est très bien fait en toute impartialité, et c'est très bien fait, quelque part, vous vous sentirez mieux. Et les populations vont tirer profit. C'est une étude qui porte sur la participation des femmes au processus de médiation et de résolution des conflits. Donc nous sommes sur cette étude depuis quand même plusieurs mois et l'événement qui nous réunit aujourd'hui est consacré vraiment à la restitution des résultats de cette étude. Repenser l'activisme des femmes et les stratégies pour une inclusion significative dans les institutions et processus politiques, tel est le thème à débattre en plénière. Journée de réflexion sur les voies et moyens pour le retour sans délai de la paix, la cohésion sociale et surtout des populations déplacées de la région de Taoudéni. Cette rencontre a réuni les acteurs de la société civile, les leaders communautaires ainsi que les autorités politiques et administratives de la région. Chirfi Moulay Haïdar. Cette rencontre a pour objectif d'établir un cadre de dialogue et de discussion entre les autorités, les leaders communautaires ainsi que les représentants de la société civile en vue de proposer des actions en faveur du retour de la paix et des déplacés. Cette rencontre est une suite logique de la dernière rencontre que nous avons tenue ici en décembre où de fortes recommandations ont été formulées pour faire face à la situation des déplacés et des réfugiés de la région de Taoudéni d'une façon apaisée et sécurisée. Le moment où vraiment tout le monde est parti, le centre HD est là près de nous. C'est l'occasion pour vous d'identifier les sites de déplacés des différentes communes, les réfugiés aussi, pour vraiment envisager des solutions pour l'opérationnalisation de la région de Taoudéni. Les activités se déroulent en plénière et chacun s'engage à s'investir à travers des actions allant dans le renforcement de la sécurité des populations et de la cohésion sociale. Il n'y a pas une solution qui peut amener la paix, qui peut faire retourner les réfugiés et les déplacer à Taoudéni sans présence des autorités sur le territoire de Taoudéni. Je vous invite à une participation active et à une contribution à la hauteur des attentes des personnes déplacées, fragilisées, vivant dans des conditions précaires et qui n'aspirent qu'à vivre en paix et le retour définitif dans leurs localités respectives. Cette rencontre du cadre stratégique pour la sécurité
a déjà fait des effets dans la région de Todeni, notamment la campagne d'appel au retour des populations déplacées. Je vous le disais en début d'édition, à l'occasion de la journée de la radio, nous revisitons ce soir certaines émissions emblématiques de Radio Mali. Des émissions qui rappellent bien des souvenirs au grand bonheur des nostalgiques des années 80. Agibou Koulibaly. Radio Mali des années 1980, l'unique radio nationale qui faisait vivre toute une génération. En faisant une immersion dans les émissions phares de cette époque de ce médium, impossible de ne pas réveiller l'appétit de certains nostalgiques. Radio Mali des années 1980 était marquée par la richesse de ses programmes, avec des émissions radiophoniques qui reflétaient la diversité culturelle du pays. Il y a eu une émission, la plus célèbre, la plus connue, c'est Sur les chemins de l'histoire. C'était une émission qui passait tard le soir, et puis hebdomadaire, et qui était tournée vers l'histoire. Faire en sorte que les Maliens connaissent leur histoire, faire en sorte de donner la parole aux historiens, aux personnes ressources, aux enseignants, à tous ceux qui ont fait des travaux de recherche ou qui ont des savoirs sur l'histoire de notre pays. Le président Alpha Omar Konaré est venu plus tard à mon micro, mais c'était déjà une autre émission qui s'appelait le magazine Expression, lorsqu'il a publié les grandes dates du Mali. Les années 1980 ont vu naître des émissions emblématiques qui ont marqué l'histoire de la radiodiffusion au Mali, avec des animateurs qui ont su conquérir les cœurs des auditeurs. J'ai animé beaucoup d'émissions, j'ai même créé une émission sur la chaîne nationale qui dans le temps s'appelait le Globe dansant, et par la suite ça a pris la dénomination de soirée dansante. Cette émission m'est venue à l'idée parce que moi à l'époque j'étais mélomane et cette émission me permettait de recevoir les artistes nationaux et internationaux. Qui parmi les anciens ne se souviennent pas de l'émission Disque des auditeurs ou Disque demandé, une émission animée par des grandes voix de l'époque. J'étais animateur rural avant de venir à l'ORTM en juillet 1977. J'ai commencé avec le Poy Campoy, en direct. Après le Poy Campoy, j'ai créé cette fois l'émission 8-10. Je suis arrivé à l'ORTM en 1981. J'ai animé l'émission Poy Campoy. Pas l'émission en tant que telle, mais il y a une rubrique qu'on appelle Kibarou. Et j'ai animé cette rubrique dans l'émission Pouy Campoy. La rubrique, c'est de 11h à 11h30. Ensuite, j'ai initié moi-même une émission appelée Makorobarou. Radio Mali est né déjà d'une mystique, à savoir faire en sorte que les Maliens, à travers la radio, découvrent leur identité commune et regardent dans la même direction, et que des valeurs ou des concepts comme le Faso Bara ou le Maliba soient promus. Le samedi soir, on dansait notre surprise partie à la radio. C'était agréable. En ce moment, Bamako était jovial. Les enfants s'aimaient. Les boîtes de nuit s'étaient laissées entre les grandes personnes, de 8h à 11h. Et surtout les lundis au petit soir, les contes de Djelibaba Sissoko. Ça nous éveillait. On était à côté de nos parents. Vraiment, l'histoire là, on s'évadait comme si on était acteur dans la chose. Les émissions des années 1980 restent gravées dans les mémoires, où la radio était bien plus qu'un simple médium, c'était une véritable passion. Avant, quand tu disais que où est-ce que tu as entendu ça? Non, c'est la radio même qui a dit. Donc c'était crédible. Les animateurs étaient formés dans ce sens. Ne raconte jamais ce que tu n'as pas vérifié. Il ne faut jamais mentir. Ne flatte pas. La déontologie était respectée. La journée de la radio est l'occasion de rendre hommage à ces voix qui ont façonné l'opinion publique de l'époque. Que les souvenirs des années 1980 inspirent les générations actuelles, futures, car malgré l'avènement des nouvelles technologies, la magie de la radio reste vive.
Clin d'œil ce soir également aux amoureux à l'occasion de la fête de la Saint-Valentin. Célébrée chaque 14 février, aujourd'hui, nombreux sont ceux qui se sont donné rendez-vous dans des lieux de vente de fleurs et d'autres cadeaux. Une occasion pour plusieurs commerçants de se remplir les poches. Moussa Papa Aïdara et Aruna Diara ont fait un tour en ville. T'es rentré dans ma vie. Des cœurs, des fleurs, des chocolats, il flotte dans l'air un parfum de Saint-Valentin. Il y a certains à qui ça n'intéresse pas, et puis il y a les romantiques. Je fais une surprise pour madame ce soir. Pas trop cher, ça fait 3250. C'est une journée d'amour, de communion. La Saint-Valentin, une fête des amoureux par excellence. Ceux qui la préparent vraiment, ce sont surtout les pâtissiers. C'est bon, les gâteaux sont prêts? Yes. Ici, Anna Aïdara, promotrice de Soukal, met la main à la pâte pour l'occasion. Les framboises, n'oublie pas de les tremper dans le nappage, s'il te plaît. Il faut sortir d'ici le soir, une centaine de commandes au goût des clients. Oui, on est débordé ici. Aujourd'hui, c'est la folie. On court un peu, mais ça va, tout se passe bien pour le moment, on gère. Tout le personnel est mobilisé et tout est fait au millimètre près. Des gâteaux personnalisés, une créativité au bout des doigts, puisque chaque client veut séduire en sa manière. Tout est fait, c'est une question d'organisation. On s'organise parce que les commandes arrivent vraiment de manière... les Maliens commandent à la dernière minute, donc c'est très difficile d'anticiper, donc de prévoir certaines commandes, donc on anticipe justement pour éviter de se retrouver débordé, quoi. Donc tout est noté au tableau et on réajuste au fur et à mesure que les commandes sortent. Pour mieux satisfaire sa clientèle débordante, la boulangerie a fait une exception et se concentre essentiellement sur la commande des Valentins. On a essayé de créer des gâteaux assez originaux, donc on a fait 5 gâteaux différents. Certains qu'on peut proposer ou offrir plutôt à sa chérie ou à son chéri. On a vendu pour l'instant déjà tous nos gâteaux, on est en train d'en reproduire quelques-uns en pensant peut-être les vendre aussi en fin de journée. Des idées de cadeaux, il y a aussi chez cette fleuriste. Ici, les clients se bousculent pour avoir les plus belles roses. Les tiges de fleurs sont très convoitées et représentent une grande preuve de sentiment. À cet instant, on est à des milliers de roses vendues avec lesquelles on fait les compositions, ou bien il y a certaines personnes, il y a plein de clients qui viennent prendre des tiges, juste une tige de rose pour célébrer l'amour. C'est une fleur avec des ferreros. Juste, c'est un geste d'affection envers la personne, juste pour lui rappeler à quel point la personne compte pour moi. J'ai décidé d'acheter des fleurs pour mon mari. J'ai pris la majestueuse. En fait, j'ai pris celui de 250 000. Pourquoi mettre autant de prix pour une fleur? Je ne calcule pas sur ce côté-là. Franchement. C'est pour ma mère, parce que je vais lui faire plaisir, vu que c'est la Saint-Valentin, parce que je l'aime. Parce que je sais que je l'ai dit, elle dit oui, elle fait tout pour moi. Elle a fait beaucoup de trucs pour nous. Elle a fait beaucoup de trucs pour nous. Et quand elle sort, on part toujours ensemble. Ces fleurs sont jolies et attirantes, mais il faut débourser beaucoup pour s'en procurer. Et chaque composition plus originale a son prix. Il y a des bouquets comme ça qui s'appellent l'agarini. Il y a des bouquets de roses comme ça, en box. Là, c'est le djarabi. Nous avons des box également comme ça, qui s'appellent battement de cœur, avec des petites lumières, des LED, pour vraiment rendre waouh le moment de la réception. Le Dusukuni, il est vendu à 170 000. Et là, ça s'appelle le Baramousso. Et le Baramousso, on sait que c'est pour les premières dames, c'est vraiment pour les dames qui tiennent la maison. Celui-là, il est à 700 000. Là, c'est la majestueuse, ça s'appelle. La majestueuse, c'est à 400 000. Que ce soit des chocolats, des roses rouges ou des roses roses, à Bamako, la Saint-Valentin reste une fête incontournable pour les amoureux, mais pas que. En tout cas, qu'on le veuille ou pas, elle se fête soit ouvertement ou même discrètement. Sachez tout simplement que la Saint-Valentin a de très beaux jours devant elle. Joyeuse fête à tous les amoureux et il m'a rejoint sur ce plateau Ibrahim Djambélé pour la lecture du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir Marianne Koné. Et c'est à vous. Merci mesdames et messieurs, bonsoir et nous commençons
comme d'habitude par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement du Centre pour la promotion de la paix et de l'unité au Mali. Les graves crises, notamment les rébellions, les violences politiques et les conflits inter- ou intracommunautaires ont créé chez les citoyens en général et les victimes en particulier un énorme besoin de justice et de réparation, de fixer ces faits dans la mémoire collective nationale et internationale et d'obtenir de l'État une garantie de leur non-répétition. En vue de préserver la mémoire historique des périodes de violence et de répression, des initiatives éducatives indispensables ont été envisagées pour permettre d'établir une mémoire publique qui sert de bastion contre le déni et la récidive. Dans cette perspective, le gouvernement a opté pour la justice transitionnelle pour établir la paix, construire le tissu social en vue d'un meilleur vivre ensemble et d'aboutir à la réconciliation nationale. L'architecture institutionnelle mise en place à cet effet doit être complétée pour une meilleure conservation des mémoires collectives en vue de garantir la non-répétition des événements douloureux. Les projets de texte adoptés créent le Centre pour la promotion de la paix et de l'unité au Mali sous la forme d'un établissement public à caractère scientifique et technologique avec pour mission d'entreprendre des recherches relatives à la conservation des mémoires des violations graves des droits de l'homme commises lors des crises au Mali et depuis 1960. La création du centre permettra notamment de concevoir et de mettre en place des programmes de recherche, de formation des citoyens et autres manifestations scientifiques sur la promotion de la paix et la non-répétition des conflits, de construire le tissu social pour un vivre ensemble harmonieux, de contribuer à la cohésion et à la réconciliation nationale, de consolider la paix durable. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux de construction des immeubles R+8 du siège de la Direction générale des impôts en lot unique. Le marché est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et l'entreprise Chesec pour un montant de 15 999 109 681 francs CFA, toutes taxes comprises, et un délai d'exécution de 36 mois. La réalisation de ce projet permettra d'améliorer les conditions de travail de l'administration fiscale. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement, c'est le www.sgg-mali.ml et dans le journal Essor. Au chapitre des communications, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a informé le Conseil des ministres de la tenue de la Semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, conformément à la vision du président de la transition, chef de l'État, se propose de mieux encadrer l'usage des symboles de l'État, attribut majeur de la République. De la proclamation de la République du Mali à ce jour, des lois constitutionnelles et ordinaires ont permis de définir et consacrer les différents symboles de l'État, dont 5 fondamentaux que sont le drapeau, la devise, l'hymne national, le sceau et les armoiries. Les symboles de l'État répondent à 3 principes de base: la souveraineté, caractère unique inaliénable, l'exclusivité, le droit d'usage strictement réservé soumis à autorisation et contrôle, la conformité, normalisation, invariabilité, standard. Il a été donné de constater à la pratique des erreurs, vices et anomalies dans la configuration, l'interprétation, les modalités et les conditions d'arborer le drapeau, l'application et la reproduction des 10 symboles et leur emploi anarchique. Ces irrégularités s'imputent habituellement à une méconnaissance de l'objet, non seulement par les citoyens, mais aussi par certains agents de l'État, en l'absence parfois de textes juridiques de référence.
En vue de trouver une solution pérenne aux difficultés soulevées, il est prévu d'organiser une semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État pour bannir leur utilisation désordonnée et frauduleuse et mettre fin à leur violation à la fois profane ou délictuelle. La semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État a pour but, entre autres, de sauvegarder l'image, le crédit et l'autorité de l'État à travers sa marque dans les actes, d'illustrer et de promouvoir auprès des citoyens le sens de la République et la perception conforme de la civilité institutionnelle, d'informer et de sensibiliser les populations pour prévenir les préjudices de la transgression des symboles et les mettre à l'abri des risques éventuels de profanation, de communiquer afin de favoriser et canaliser l'appropriation citoyenne des symboles de l'État comme moyen de cultiver l'esprit patriotique et d'exalter le sentiment national. Les activités de la semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État seront lancées le vendredi 23 février 2024. Le ministre de l'Économie et des Finances a informé le Conseil des ministres de l'organisation de la 28e réunion du comité des experts et de la 30e conférence des directeurs généraux des douanes de la région Afrique occidentale et centrale de l'Organisation mondiale des douanes. La 29e conférence des directeurs généraux des douanes de la région Afrique occidentale et centrale de l'Organisation mondiale des douanes a désigné le Mali pour organiser la 30e conférence des directeurs généraux des douanes de la dite réunion. Cette importante activité se tient de façon tournante dans un pays membre de la région Afrique occidentale et centrale. La conférence des directeurs généraux se prononce en dernier ressort sur toutes les activités et décisions relevant du domaine douanier de la région. Elle a, entre autres, pour objectif d'étudier toutes les questions relatives à la coopération douanière que les membres de la région ont convenu de promouvoir, d'examiner les aspects techniques des régimes douaniers ainsi que les facteurs économiques qui s'y attachent en vue de proposer à ses membres des moyens pratiques pour obtenir le plus haut degré d'harmonisation et d'uniformité, et de faire des recommandations pour assurer l'interprétation et l'application uniforme des instruments et outils de l'Organisation mondiale des douanes, et d'assurer la diffusion des informations relatives à la réglementation et à la technique douanière, de fournir aux administrations des douanes de la région des informations ou des avis sur les questions douanières et de faire des recommandations, de coopérer avec les autres organisations intergouvernementales au sujet des matières relevant de sa compétence. La 28e réunion du comité des experts et la 30e conférence des directeurs généraux des douanes de la région Afrique occidentale et centrale de l'Organisation mondiale des douanes se tiendront du 26 au 31 mai 2024 ici à Bamako. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a proposé au Conseil des ministres l'abrogation de certains décrets portant nomination au ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. La découverte d'un vaste réseau de fraudes ayant entaché la crédibilité du concours de recrutement dans la fonction publique de l'État, exercice budgétaire 2023, le Conseil des ministres a procédé à l'abrogation des décrets de nomination de certains agents du ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres de la mobilisation populaire de la jeunesse pour soutenir la décision de retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Organisée le 1er février 2024 dans 17 régions et le district de Bamako, la mobilisation a concerné plus de 200 000 jeunes à travers le pays. Cette mobilisation populaire avait pour objectif d'amener les jeunes à un éveil de conscience en cernant le contexte et les avantages de la décision du retrait de la CEDEAO des pays de l'Alliance des États du Sahel, à soutenir les autorités dans cet élan patriotique et panafricain et à s'unir davantage autour des actions engagées pour le plein exercice de la souveraineté nationale. Elle a permis aux jeunes de comprendre les motivations qui ont amené les États de l'Alliance à se retirer de la CEDEAO et de s'engager résolument à soutenir les autorités. B. De la mise en route du 5e contingent du service national des jeunes pour le service militaire obligatoire.
Ce 5e contingent est composé de 852 éléments, dont 127 élèves fonctionnaires de l'École nationale d'administration, 476 enseignants des collectivités territoriales, 100 auditeurs de justice, 120 greffiers en chef, 18 admis de la fonction publique de l'État du 3e contingent, 11 admis de la fonction publique de l'État du 4e contingent. Leur mise en route est prévue le 19 février 2024. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a informé le Conseil des ministres du processus d'élaboration du label viande rouge et ses dérivés du Mali. Le sous-secteur de l'élevage est un maillon important de l'économie nationale de par sa contribution au PIB et aux revenus des ménages. La filière bétail-viande dispose d'un potentiel important d'animaux d'embauche qui méritent d'être valorisés. C'est dans ce cadre que le programme d'appui à la compétitivité en Afrique de l'Ouest, en partenariat avec l'interprofession de la filière bétail-viande du Mali, a réalisé l'étude de faisabilité de la marque collective et le développement d'un label viande rouge et ses dérivés du Mali pour la filière bétail-viande. Le label qui sera mis en place va permettre aux acteurs de la filière de valoriser et de promouvoir la viande rouge et ses dérivés, de développer des opportunités pour la viande rouge et ses dérivés, de renforcer l'information des consommateurs sur la viande rouge et ses dérivés, de renforcer les liens entre les acteurs de la filière. Le ministre de la Santé et du Développement social a proposé au Conseil des ministres l'abrogation du décret portant nomination au ministère de la Santé et du Développement social. Le Conseil des ministres a procédé à l'abrogation des décrets de nomination de certains directeurs généraux du ministère de la Santé et du Développement social poursuivis par la justice dans le cadre de l'affaire relative à la gestion des fonds Covid-19. Et le ministère de la Santé a également informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Mariam Koné, Doulouma, à vous, bonne fête pour la presse et bonne fête de Saint-Valentin. Merci à vous pareillement. Merci. Et ce communiqué officiel, avant de poursuivre, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, a le plaisir d'informer l'opinion nationale de la reprise normale de l'ensemble des fonctionnalités du système d'enrôlement biométrique grâce au nouveau système dénommé Malikoura Biométrie. Ce nouveau système informatique souverain de gestion des données du recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC, lancé par le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le 13 février 2024, marque une étape fondamentale pour la souveraineté numérique du Mali. Par conséquent, le Centre de traitement des données de l'état civil a mis fin à l'émission des numéros d'identification nationale NINA temporaires qui permettaient de prendre en charge les usagers non encore enrôlés dans la base de données RAVEC. Le ministre d'État réitère sa disponibilité et son engagement à satisfaire les usagers par la délivrance des services de qualité. Suite de ce journal, 225 millions de francs CFA, c'est la valeur des matériels et équipements que le ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a remis à des femmes battantes. Le lot comprend aussi des vivres et des non-vivres destinés aux enfants à situation difficile. Ce don se situe dans le cadre de l'autonomisation financière de la femme, nous dit Maïmouna Doumbia. Ces matériels et équipements sont constitués de 253 000 unités d'emballage pour les femmes travaillant dans la filière karité. Celles de la filière transformation de produits agroalimentaires ont aussi bénéficié de lots pour les maraîchages, de matériels événementiels, des machines à coudre et plusieurs autres lots visant à augmenter leurs revenus.
Les matériels sont destinés à 200 coopératives de femmes. La présidente du Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et l'épanouissement de l'enfant, FAFE, remercie le ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille pour son implication dans la mise en œuvre de l'activité. La dotation des organisations de femmes en matériel de production fait partie des objectifs assignés par le ministère de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille à la cellule technique du Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant et au projet Carité en vue de donner un élan considérable à l'autonomisation de la femme. Le représentant des ONG estime que ce don vient à point nommé en plus du premier lot qui a été offert aux femmes lors de la journée internationale de la femme rurale. Les vivres et matériels de production exposés cet après-midi montrent l'engagement et la détermination de Madame le ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et au-delà des hautes autorités du pays à œuvrer pour le bien-être de l'ensemble de la population malienne. Les ministres exhortent aussi les bénéficiaires à s'approprier des matériels et équipements offerts afin d'atteindre l'objectif d'autonomisation. Ces remises se placent dans le contexte de la mise en œuvre des activités issues de la convention de partenariat signée entre le ministère de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille à travers la cellule technique du Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant et les 9 ONG partenaires signés en 2023 pour contribuer au renforcement des capacités et à la réinsertion socio-économique des cibles du département d'une part et d'autre part dans la mise en œuvre du projet d'autonomisation économique des femmes dans la filière Carité PAEFK. Cette activité s'inscrit dans le cadre du 8 mars prochain dont le thème est accélérer la réalisation de l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et filles en s'attaquant à la pauvreté et en renforçant les institutions de financement dans une perspective de genre. Et cette triste nouvelle, le marché d'Abanani, situé au cœur de la ville de Bamako, a pris feu. C'était aux environs de 1h du matin. Selon les témoins rencontrés sur place, aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels sont provisoirement enregistrés. Aussitôt alertés, les agents de la sécurité et de la protection civile se sont rendus sur le lieu afin de secourir et protéger ce qui reste des marchandises. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali apporte son soutien aux commerçants en se rendant sur le lieu du drame et constater de visu l'ampleur des dégâts. Reportage Benoko Fofana Moussa Togo. Ici au marché d'Abanani, le spectacle est désolant. Voici ce qui reste du puissant incendie survenu dans la nuit du 13 au 14 février. Des marchandises réduites en cendres. Les commerçants impuissants devant les flammes. C'est dans cette triste atmosphère qu'arrive le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et sa délégation. Le constat se passe de tout commentaire. Je compatis à la douleur de mes frères commerçants. Il est grand temps qu'on arrête les installations anarchiques. Je demande également à la mairie du district de prendre des dispositions afin de mieux organiser les marchés. À notre niveau, nous allons trouver des solutions pour éviter également ce genre de sinistre. Il a fallu des heures et des heures pour que les sapeurs-pompiers arrivent à souscrire le feu. Les soldats du feu étaient confrontés à d'énormes difficultés. Nous avons été alertés à 1h21 pour incendie au niveau du marché d'Abanani. Et de 1h23 à maintenant, nous sommes là en train d'éteindre le feu. C'était un feu qui concernait plusieurs magasins, avec plusieurs articles dans ces magasins. Donc Dieu merci, nous sommes quand même parvenus à écarter la propagation, mais cependant il y a quelques foyers qui restent. À ce stade, les causes exactes de cet incendie restent floues. Le Fonds des prix littéraires du Mali a organisé ce matin une conférence de presse pour annoncer la tenue de la rentrée littéraire. Elle est prévue du 20 au 24 février 2024. Plusieurs activités sont au programme, nous dit Youssouf Diakité.
Cette 16e édition de la rentrée littéraire du Mali, organisée par le Fonds des prix littéraires du Mali, met un accent particulier sur la paix, la réconciliation et le vivre ensemble. D'où le choix du thème « L'Afrique du vivre ensemble », un thème qui a été largement partagé avec les hommes de médias à la faveur de cette conférence de presse. Cette rentrée littéraire 2024 se tiendra du 20 au 24 février 2024 à Bamako et en partenariat avec d'autres événements culturels en région, c'est-à-dire à Sikasso, Tombouctou, Mopti et Gao, bien sûr Bamako aussi. C'est pour inviter à la fois les écrivains, le monde de la culture et des arts dans un dialogue transversal avec le public. Cette année, les organisateurs mettent l'accent sur les innovations. Cette année, il y a le marché des livres. Ça s'appelle la librairie de la rentrée littéraire du Mali. Ça se tiendra au musée Mousso Kounda. Et donc du 20 au 24, ça s'appelle la librairie de la rentrée. C'est les rencontres thématiques qui se tiendront dans les universités de Bamako, mais aussi des rencontres qui se tiendront dans des écoles, à Bamako comme en région. Les journalistes ont posé des questions sur l'impact de la rentrée littéraire. En réponse, le coordinateur dira qu'à la première édition, en 2008, sur toute l'étendue du territoire national, il y avait seulement 4 auteurs contre 27 à la 16e édition. Des auteurs qui ont écrit sur différents thèmes de développement économique, social et culturel. Et dans la même veine, cérémonie de présentation couplée à la remise officielle de 100 exemplaires du livre « Le secteur agricole au Mali, évolution et perspectives » par Toguna Agro-Industrie. Cet ouvrage de 200 pages présenté au cours d'un café littéraire vise à placer les étudiants de l'IPR-IFRA dans une position de lecture engageante dans la transformation profonde du secteur agricole. Djemba Moussa Konaté, compte rendu. Après le lancement du livre intitulé « Le secteur agricole au Mali, évolution et perspectives » le 27 janvier 2024 à Bamako, c'est au tour du corps professoral, des étudiants de l'IPR-IFRA de Katibougou et du secteur agricole de Koulikoro de découvrir l'ouvrage. Ce livre de 200 pages et de 9 parties traite toutes les questions liées à l'autosuffisance alimentaire et à la souveraineté agricole au Mali. Sur le plan recherche, ça aide les enseignants. Parce qu'en se basant sur les contraintes, c'est vrai, les perspectives ont été données, ça leur permet de trouver des thèmes de recherche pour faire avancer notre agriculture. Il ressort de cette parution de Figuera Édition que les besoins de consommation alimentaire de la population connaîtront un accroissement significatif de 15 millions de tonnes à l'horizon 2040. Les futurs cadres de l'IPR-IFRA de Katibougou ont un grand rôle à jouer dans l'atteinte de cet objectif. Le document traite de l'essentiel de toutes les questions relatives à l'évolution du secteur agricole, aux difficultés que le secteur agricole connaît aujourd'hui, les contraintes, toutes les opportunités qu'offre notre pays dans le secteur agricole et surtout les perspectives dans les 20 prochaines années. Cela va contribuer à vraiment améliorer la qualité d'abord de l'enseignement. Vraiment. Et le livre va aider les étudiants, les professeurs, les chercheurs. Parce que son auteur a une riche expérience, un homme de terrain. Il a vraiment voulu mettre son expérience et son vécu à la disposition de ses enfants. Pour les auteurs du livre, ce qui est plus important, c'est tout ce qui concerne la production agricole liée au métier. À présent, parlons de 7e art. Le cinéma Cora Film a lancé l'avant-première de la saison 2 du film Seko Boiré. Il s'agit d'une idée originale du célèbre comédien Habib Dambélé dit Gimba. Fort de 20 épisodes, la saison 2 est axée sur la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale au Mali. Reportage Alpha Meiga. Forte de 20 épisodes, la série de cette année de 2024 fait suite aux aventures de Seko Boiré, lui qui décida de rentrer dans son village pour prendre part à la préparation des élections après des années passées dans la grande ville. Il fut témoin de près des périodes difficiles que le Mali traverse, d'où certains messages partagés ici par les spectateurs.
Le travail forcé des femmes surtout. Le comportement de nos policiers dans les circulations. Une réalisation de Cheikh Oumar Sissoko. Cora Film a lancé cette avant-première avec la plus grosse pointure des acteurs du cinéma malien, Alima Togola, Ramata Traoré, Vivan Sidibé. Aussi, il faut noter le maître et l'élève, à savoir Gimba National et Amadoun Kassonké. Le maître qui incarna le rôle de la Juliette de l'élève. J'étais son ombre et je suis en même temps un ami intime de Seko. C'est moi seul dans le village qui peut lui dire la vérité. La série Seko Boiré est un projet qui contribue à favoriser un climat de quiétude, de tolérance et de respect entre les populations à l'orée des prochaines consultations électorales dans le pays. C'est le projet avec le soutien de l'ambassade royale du Danemark. Et on collaborait à ce projet également de manière significative le Centre national de la cinématographie. La série va aussi contribuer à la résolution des difficultés qui éloignent notre pays du mieux vivre ensemble, de la cohésion sociale que nos communautés humaines avaient construit avec une riche diversité culturelle. On a beaucoup parlé du Sinanguya, qui est d'ailleurs une arme de lutte ici au Mali, qui s'identifie avec l'haricot, le chou. C'est en jumelant l'humour et le sérieux que le théâtre et le cinéma jouent leur rôle sociologique. Le cinéma, à travers l'image, a été choisi parce qu'il est le médium par excellence de la communication sociale, mais aussi par sa mise en évidence de la réalité sociale et de la conscience collective. Dans le même registre, coup de clap de la deuxième saison de la série télévisée intitulée Fifi, une série malienne qui traite les faits de société. Cette série est produite par Elba Productions et diffusée sur ORTM1. On en sait plus avec Ibrahim Kaoukounate et Yacouba Kone. Après le succès enregistré par la première saison, Elba Productions revient avec la deuxième saison de la série télévisée Fifi. Cette série en bambara est l'histoire d'une jeune femme dénommée Fifi sur les faits de société. Elba Productions conceptualise Fifi. Fifi est une série purement inspirée de nos réalités sociétales, nos mœurs, nos cultures, qui d'ailleurs dans cette nouvelle génération nous relate des images un peu contraignantes et est diffusée le 21 août 2023 sur notre chaîne nationale ORTM1. Je suis très heureux de voir que des jeunes agences de communication, parmi lesquelles il y a Elba Productions, ils sont là à multiplier les différentes séries qui parlent de nos faits sociaux, de la vie malienne, de la société malienne. L'ORTM, dans sa mission du service public, soutient les initiatives locales. Nous nous engageons aujourd'hui à diffuser la deuxième saison de la série. Notre objectif à l'ORTM, c'est de faire la promotion de nos productions locales. Nous recevons beaucoup de critiques, les feuilletons étrangers d'une manière générale, qui ne reflètent pas en réalité notre quotidien, notre vécu, nos cultures, nos valeurs sociétales, nos coutumes. La maison de production Elba se fixe comme objectif de mettre à la disposition des téléspectateurs 40 épisodes de 26 minutes pour une période de 2 mois. Direction à présent au Burkina Faso, une forte délégation ministérielle malienne est arrivée en début de soirée à Ouagadougou pour la réunion des ministres de l'AES. Cette délégation forte de 7 membres du gouvernement est conduite par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga. Elle est envoyée par le président de la transition sur invitation du Burkina Faso pour mieux coordonner l'action politique et diplomatique de l'AES et surtout le volet économique.
Pour plus de précisions, écoutons le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale au micro de nos envoyés spéciaux Sira Bachili et Mahamadou Sidibé. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, prenant la mesure des enjeux et l'importance des questions en discussion, a souhaité qu'il y ait une grande mobilisation au niveau du gouvernement pour pouvoir faire de l'étape de Ouagadougou un tournant majeur pour notre organisation. Au regard de tout le contexte géopolitique aujourd'hui, il nous faut aller très vite dans la concrétisation des choix stratégiques de l'AES. Vous savez que l'Alliance des États du Sahel a commencé par l'adoption le 16 septembre de la charte de l'Alliance des États du Sahel qui mettait en place une alliance militaire au début et qui progressivement a vu nos dirigeants apprécier la nécessité aussi de lui donner deux autres pieds pour pouvoir avancer concrètement. D'abord le renforcement de la dimension économique, l'intégration économique et commerciale et le rapprochement de nos populations, comment mieux répondre aux aspirations de nos populations, notamment à travers des projets intégrateurs pour qu'il y ait des liens physiques, économiques et commerciaux entre nos pays qui puissent bénéficier à nos populations. Justement, à ce niveau, quelle est la portée de ce volet économique? L'AES veut œuvrer à faire d'une réalité majeure cette question de libre circulation des personnes et des biens. Donc, à côté de cette dimension économique aussi, nous voulons travailler pour qu'il y ait une coordination de l'action politique et diplomatique des différents pays. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous avons un positionnement qui nous amène à interagir avec beaucoup de partenaires. Et il est important que l'Alliance des États du Sahel, ou les États de l'Alliance, puissent parler d'une seule voix. Donc, porter un message important, et ça nécessite que nous, ministres des Affaires étrangères ou à d'autres niveaux, même sur le plan de la communication, sur l'ensemble de ces éléments, que nous puissions envoyer des messages coordonnés et des messages cohérents. Donc ce que nous souhaitons ici, en venant aujourd'hui à Ouagadougou, avec vraiment tous les ministres qui sont concernés, c'est de renforcer la dimension intégration économique, c'est de renforcer la coordination politique et diplomatique. Nous vous l'annoncions hier soir, le décès de l'ancien ministre Dr Abdoulaye Sall, un acteur du cercle de réflexion et d'information CRI 2002, une société civile malienne. Ces obsèques ont eu lieu cet après-midi. Alpha Mega. C'est bien lui, le professeur Abdoulaye Sall. Après 76 ans de vie sur terre, notre homme politique, ancien ministre chargé des relations avec les institutions dans le gouvernement de Cissé, Mariam Keïdama Sidibé, est ainsi accompagné en sa dernière demeure au cimetière de Lafié-Bougou, en commune 4 du district de Bamako. La famille a perdu un plié plus qu'un plié. Le moment où on ne s'entendait pas du tout, qu'il allait partir comme ça, nous laisser. Mais comme on le dit, tout ce que Dieu fait est bon. Le Mali vient de perdre un de ses 10 fils. Le socio-économiste, diplômé de l'Université de Nice en France en économie et droit du développement, faut-il le rappeler, fut enseignant avant d'être nommé directeur général de l'Office des produits agricoles du Mali, OPAM. En témoigne ici la présence des anciens collaborateurs, amis, parents et connaissances. Une référence pour nous. C'est vrai, dans les fonctions, quand il était ministre, j'étais président du Conseil économique, social et culturel. De par sa sagesse, de par sa générosité et surtout l'amour pour le pays qu'il nourrissait. C'est ça le plus important. Je retiens de mon jeune frère Abdoulaye Sall un professionnel qui depuis très longtemps et a joué un rôle important dans le processus de la décentralisation. Le 24 avril 2000, Abdoulaye Sall et ses amis fondent CRI 2002. CRI 2002, un cercle de réflexion et d'information de la société civile malienne. Et depuis, ils y mènent
de nombreuses activités, des conférences sur des questions d'intérêt général. À celles-ci s'ajoutent des journées de sensibilisation aux valeurs de civisme et de citoyenneté, et cela sur l'ensemble du territoire national. C'est une perte très énorme. Ce salle, il est disponible à tout moment s'il s'agit de la cause nationale. Surtout s'il s'agit d'appuyer les citoyens à reconnaître leurs devoirs et contribuer dans le développement. CRI 2002 et les pionniers, nous avons un accord de partenariat entre nous. Et vous savez que lors de la biennale de Sigasso, il nous a financé un camp. Et toutes les activités que CRI 2000 mène, que ce soit dans toutes les régions, les pionniers sont associés. C'est une perte immense, c'est une perte énorme. Il était communicateur de nature, il aimait les médias, il aimait les hommes des médias. Il m'a enseigné le travail, la bonté, la justice et surtout l'humilité. Proche de la presse et des médias, le natif du Hasso, professeur Abdoulaye Sall, s'éteint un 13 février, journée mondiale de la radio. Mais avant, il fut l'artisan du répertoire des chefs de village, fractions et quartiers du Mali qu'il a mis à la disposition de la transition. C'était un mois de mars de l'année 2022. Qu'il repose en paix et suite donc au décès de Dr Abdoulaye Sall, président de CRI 2002, le ministère de la refondation de l'État et la coalition citoyenne de la société civile pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale présentent leurs condoléances à la famille et aux parents de l'illustre disparu. Ils saluent l'apport de Dr Sall au processus de refondation de l'État. En cours, il fut un collaborateur exceptionnel du ministère de la refondation de l'État en sa qualité de membre du comité d'experts chargé d'élaborer le projet de programme national d'éducation aux valeurs. C'est ce qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi.